Arrête d'essayer de régler le monde entier. Concentre-toi seulement sur le fait de remettre de l'ordre dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de tout gérer, ni de tout comprendre, ni d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ce qui est à ta portée et d'arrêter de te perdre avec ce qui ne dépend pas de toi. Quand l'autocontrôle commence à peser plus lourd que tes peurs, quelque chose change vraiment. Les émotions cessent de te diriger. Arrête de te pousser vers les mêmes erreurs et commence à travailler en ta faveur. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un outil. C'est ici que tu arrêtes de réagir en pilote automatique et que tu commences à conduire ta propre vie, décision après décision, avec plus de fermeté et moins d'usure. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu changes ta manière d'y répondre. C'est comme franchir une porte. De l'autre côté, tes limites existent encore. Tes anciens schémas réapparaissent encore. Tes réflexes d'auto-sabotage essaient encore d'agir. La différence est simple. Maintenant, tu n'obéis plus. Pense à la dernière vraie transformation que tu as vécue. Pas cet enthousiasme qui a duré quelques jours, mais un véritable tournant, de ceux qui réorganisent tout à l'intérieur et te placent à un autre niveau d'action. Ce type de changement ne commence jamais par la motivation. Il commence par une décision. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en toi a déjà compris que ressentir, réfléchir et désirer ne suffisent pas. Il faut agir autrement. Ce n'est pas une invitation à répéter le passé. C'est un appel à organiser ce qui s'est déjà éveillé en toi et à transformer cela en pratique. Maintenant, écoute bien ce qui suit. Leçon 1. Tes mots finissent par dessiner ta vie. Tu ne t'en rends pas compte, mais une immense partie de ton épuisement vient de tout ce que tu dis, de tout ce que tu expliques, de tout ce que tu justifies, de ce besoin constant d'être compris. Les stoïciens le savaient déjà. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour une raison précise. Ce n'est pas un hasard, c'est un avertissement. Plus tu parles sans nécessité, moins tu écoutes. Et quand tu n'écoutes pas, tu perds en perception, tu perds en lucidité, tu perds en force. Quand tu parles trop, tu n'es pas présent, tu n'observes pas, tu ne comprends pas vraiment ce qui t'entoure, tu es trop occupé à essayer de faire sortir quelque chose. Et voici un point que presque personne n'accepte. Bien souvent, parler n'est pas communiquer, c'est l'anxiété qui cherche à se soulager. Tu parles pour te défendre avant même d'être attaqué. Tu parles pour justifier des décisions qui n'ont même pas encore été questionnées. Tu parles pour remplir des silences qui, en réalité, pourraient t'apprendre quelque chose. Pendant ce temps, tu cesses d'entendre les signaux, les intentions, les limites, les opportunités. Celui qui parle trop révèle plus qu'il ne devrait, expose son insécurité, montre sa fragilité, perd de l'autorité, sans même s'en rendre compte. Le silence, au contraire, te rend plus puissant. Il crée de l'espace. Il oblige l'autre à se dévoiler. Il te donne du temps pour observer, interpréter et choisir tes mots avec plus de justesse, s'ils ont vraiment besoin d'être dits. Marc Aurèle écrivait que nous devrions parler seulement lorsque cela est nécessaire et utile. Pas quand nous sommes envahis par l'émotion, pas quand nous voulons prouver quelque chose, pas quand nous sommes en train de réagir. Et il y a quelque chose d'encore plus profond là-dedans. Lorsque tu réduis le bruit extérieur de ta propre parole, tu commences à mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur. Les pensées deviennent plus claires, les émotions ralentissent, l'esprit cesse de courir après la validation et commence à reprendre le contrôle. Parler moins ne change pas seulement la façon dont les autres te voient, cela change la façon dont tu te gouvernes. Tu commences à répondre au lieu de réagir, à choisir au lieu de t'expliquer, à soutenir le silence sans inconfort, et cela est un signe clair de maturité émotionnelle. Parler moins, ce n'est pas être froid, c'est être précis. Ce n'est pas se taire par peur, c'est choisir le bon moment. Ce n'est pas tout garder pour soi, c'est filtrer. Quand tu apprends à parler moins, ton esprit devient plus clair, tes décisions deviennent plus fermes, ta présence a plus de poids. Les gens commencent à t'écouter justement parce que tu ne parles pas tout le temps. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de l'autocontrôle. Au cours de la journée, avant de répondre, avant d'expliquer, avant de te justifier, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela doit être dit? Est-ce que cela améliore quelque chose? Est-ce que cela me renforce
Ou est-ce que cela ne fait que soulager mon anxiété? Si la réponse est non, reste en silence. Quand tu maîtrises le silence, la confusion diminue et tu t'organises intérieurement. Et si aujourd'hui tu as décidé d'observer davantage et de ne parler que lorsque c'est nécessaire, marque-le clairement. Aujourd'hui, je choisis de parler moins. Celui qui apprend à gouverner sa propre bouche ne tarde pas à gouverner son propre esprit. Leçon 2. L'inconfort juste te renforce. Quand tu as deux options dans la vie, les stoïciens sont clairs. Choisis celle qui te demande plus de toi. Pas la plus confortable, pas la plus facile. Celle qui te met au défi. Parce que le confort ne construit pas la force. Le confort maintient simplement tout exactement comme c'est. Marc Aurèle parlait de cela dans les Pensées pour moi-même. Il décrit comment, délibérément, il s'entraînait à tenir les rênes du cheval avec la main non dominante. Pas parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était efficace, mais parce que c'était difficile, parce que cela demandait de l'attention, parce que cela le sortait du pilote automatique. Ce n'était pas naturel pour lui, ce n'était pas confortable. Et c'était précisément ça le but. Cette pratique simple était un entraînement mental. Une manière de se rappeler que l'esprit ne se renforce que lorsqu'il apprend à soutenir l'inconfort sans le fuir. Que grandir, ce n'est pas répéter ce que tu maîtrises déjà, mais te placer consciemment sur le terrain où tu es encore faible. C'est cette métaphore qui vaut pour ta vie. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus facile, tu préserves ce que tu es déjà. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus difficile, tu construis ce qui n'existe pas encore en toi. Choisir ce qui te met au défi, c'est choisir le chemin le plus long. C'est opter pour la conversation difficile plutôt que le silence confortable. C'est maintenir la discipline quand personne ne regarde. C'est faire les choses d'une manière qui n'est pas encore naturelle, en sachant qu'avec le temps, cela devient de la force. Essaie cela de façon concrète. Utilise ta main non dominante dans des tâches simples. Écris, brosse-toi les dents, fais quelque chose de quotidien d'une manière qui n'est pas confortable. Observe la frustration apparaître. Observe l'envie d'abandonner. Et observe surtout comment tu progresses quand tu ne fuis pas. Ce petit entraînement enseigne quelque chose de profond. Tu n'es pas gouverné par l'habitude. Tu es capable d'apprendre, de t'adapter et de grandir. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu restes à la même taille. Chaque fois que tu l'affrontes, tu t'élargis. C'est pour cela que le choix est simple, mais qu'il demande du courage. Arrête de choisir ce qui est facile simplement parce que c'est familier. Choisis ce qui te met au défi. C'est là que la force se forme. Et si cette idée a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui je choisis ce qui me met au défi ». Parce que c'est dans l'inconfort conscient que ta meilleure version commence à prendre forme. Leçon 3. Ne perds pas ta sensibilité. La vie va te présenter des personnes difficiles, des situations difficiles, des émotions difficiles. C'est inévitable. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre avec clarté. La plupart du temps, ce n'est pas à propos de toi. Les gens agissent à partir de leurs propres douleurs, peurs, frustrations et limites. Et quand tu interprètes chaque attitude comme une attaque personnelle, tu ne te protèges pas, tu te refermes. Épictète allait droit au but quand il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » L'impact ne naît pas de ce qui arrive, il naît de l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui est arrivé. Quand tu décides que le comportement de l'autre a été fait pour te blesser, pour te diminuer, pour te provoquer, quelque chose change à l'intérieur. Tu te durcis, tu crées des défenses, tu dresses des murs. Et peu à peu, tu commences à réagir à la vie comme si tu étais toujours attaqué. Il existe un type de fleur qui, chaque fois qu'elle reçoit un contact brusque, se referme immédiatement. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a appris que se fermer est la seule façon de se protéger. Le problème, c'est que lorsqu'elle reste fermée, elle cesse aussi de recevoir la lumière. Beaucoup de personnes font la même chose. Chaque frustration devient une armure. Chaque déception devient une rigidité. Chaque critique devient une raison de plus de se fermer. Et sans s'en rendre compte, elle cesse de ressentir, de faire confiance, de se déplacer avec légèreté. Ne pas se durcir face à la vie ne signifie pas être naïf. Ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas tolérer le manque de respect. C'est apprendre à ne pas transformer la douleur en identité. C'est répondre avec conscience, et non par contraction. Quand tu te fermes trop, ce n'est pas seulement ce qui blesse qui reste dehors.
Ce qui nourrit n'entre pas non plus. Les stoïciens n'enseignaient pas la froideur émotionnelle. Ils enseignaient la solidité intérieure avec une flexibilité extérieure. La capacité d'absorber l'impact sans perdre la forme, comme l'eau qui s'adapte sans se briser. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de la maturité. Quand quelque chose t'atteint avant de réagir, demande-toi, est-ce vraiment à propos de moi ou est-ce à propos de l'autre? Cette pause change tout. Elle t'empêche de te durcir, elle te rend de l'espace intérieur. Et si ce point a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me durcir. Parce que lorsque tu cesses de réagir à tout comme à une attaque, la vie cesse de ressembler à une bataille et commence, enfin, à couler. Leçon 4. Apprends à te maîtriser. À un moment donné, nous dépassons tous la limite. Nous exagérons, nous cédons à l'impulsion. Nous achetons plus que nécessaire, nous mangeons au-delà du besoin. Nous célébrons trop, nous réagissons trop. Cela n'arrive pas parce que nous sommes faibles. Cela arrive parce que, pendant quelques instants, nous cessons de percevoir le point d'équilibre. Ce n'est pas le manque qui nous rend malades. C'est l'excès répété, déguisé en plaisir, en soulagement ou en sentiment de mérite. Dépasser la mesure draine l'énergie. Dépasser la mesure crée de l'anxiété. Dépasser la mesure nous fait perdre notre centre. Plus tu dépasses le point, plus tu deviens instable à l'intérieur. Et plus tu deviens instable, plus tu cherches des stimulations pour compenser ce vide. C'est ainsi que le cycle commence. L'excès appelle encore plus d'excès. Le stimulus appelle plus de stimulus. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de choisir et tu commences seulement à réagir. Les stoïciens appelaient cela le manque de tempérance. Non comme un jugement moral, mais comme un avertissement pratique. Celui qui ne sait pas s'arrêter, tôt ou tard, perd le contrôle. Pas d'un coup, mais progressivement. D'abord de son attention, ensuite de sa clarté, et enfin de lui-même. Marc Aurèle était très clair à ce sujet. Il disait de ne pas laisser l'esprit être écrasé par la vie dans son ensemble. Ne pas tout porter en même temps, ne pas dramatiser le tout. Rester ferme dans la situation présente, faire seulement ce qui est à portée de main. Cela suffit. Et quand cela suffit, l'esprit se repose. La tempérance, c'est cela. La capacité de ne pas se laisser emporter par l'excès du moment. C'est savoir dire « ça suffit » avant que le plaisir ne devienne culpabilité, avant que la célébration ne devienne vide, avant que l'impulsion ne devienne regret. C'est interrompre l'exagération tant qu'il reste de la lucidité. Il y a une force discrète à s'arrêter au bon moment. Alors que beaucoup confondent contrôle et répression, la tempérance montre l'inverse. Celui qui se retient ne se limite pas, il se préserve. Il ne s'agit pas de vivre réprimé, il s'agit de vivre conscient, de percevoir le point exact où quelque chose cesse de te servir et commence à te consumer. Ce point est subtil, mais quand tu apprends à le ressentir, tu ne te perds plus facilement. Quand tu pratiques la tempérance, ton esprit devient plus clair, tes émotions plus stables, tes décisions plus nettes. Tu cesses de vivre en oscillant entre excès et regret. Tu apprends à maintenir l'équilibre, même lorsque le monde t'invite à l'excès. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de l'attention. Tout au long de la journée, observe où tu as l'habitude de dépasser la limite. Cela peut être dans la nourriture, dans le téléphone, dans les achats, dans les paroles, dans les réactions. Quand tu t'en rends compte, arrête-toi. N'avance pas d'un pas de plus. Ne négocie pas avec l'impulsion. Reste là. Concentre-toi uniquement sur ce qui est devant toi, sur ce qui est sous ton contrôle maintenant. Pas sur après, pas sur l'excès, seulement sur maintenant. Cela suffit, parce que celui qui apprend à se contenir au bon moment ne perd pas sa liberté. Il gagne la maîtrise. Et la maîtrise est l'une des formes les plus profondes de paix intérieure. Leçon 5. Tu n'as pas besoin de résoudre la vie de qui que ce soit. Il existe un gaspillage silencieux d'énergie que beaucoup de gens ont normalisé, être trop attentif à la vie des autres. Juger des décisions, critiquer des choix, essayer de corriger des chemins qui ne sont pas les tiens. Et plus tu fais cela, moins il te reste de temps pour regarder ton propre désordre. Marc Aurèle mettait déjà en garde contre cela dans Penser pour moi-même. Il disait que les erreurs doivent rester avec ceux qui les commettent, parce que chaque personne est sur son propre chemin, en train de gérer le niveau de conscience qu'elle a à ce moment-là. Forcer quelqu'un à voir le monde à travers tes yeux n'est pas de la sagesse,
c'est de la vanité déguisée. Tu as déjà largement de quoi te concentrer. Tes pensées, tes réactions, tes choix, tes erreurs. Avant d'essayer d'ajuster la vie des autres, il y a tout un travail en cours à l'intérieur de toi qui demande encore de l'attention. Pendant que tu observes, commentes et t'irrites du comportement des autres, quelque chose passe inaperçu. Ta propre vie passe au second plan. Ton attention se disperse, ton énergie se dilue, et ce qui devrait servir à grandir devient du bruit. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. Tu ne gouvernes qu'une seule chose, toi-même. Tout ce qui échappe à cela ne mérite pas ton usure émotionnelle. Si quelqu'un se trompe, il apprend. S'il insiste, il en paie le prix. Ce processus ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi de le corriger. Il y a ici une illusion dangereuse, celle de croire que s'impliquer dans les erreurs des autres est un signe de lucidité alors que bien souvent, ce n'est qu'une fuite. Il est plus facile de pointer du doigt que de regarder à l'intérieur, plus confortable de corriger que de se corriger soi-même. Marc Aurèle était direct. Si tu n'es pas encore irréprochable dans ce qui dépend de toi, alors il n'y a aucune raison de t'immiscer dans la vie d'autrui. La véritable autorité naît de l'exemple silencieux, pas de l'ingérence constante. La pratique d'aujourd'hui est simple et inconfortable. Chaque fois que tu ressens l'envie de donner ton avis, de juger ou de corriger quelqu'un, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce que, dans ma propre vie, j'évite de regarder maintenant? Utilise cette réponse comme direction. Travaille sur ta propre clarté, sur ta propre discipline, sur ta propre amélioration. Parce que lorsque tu prends soin de ta part avec sérieux, le monde autour de toi cesse d'être une distraction et devient une conséquence. Et si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Je m'occupe de ce qui est à moi ». Parce que moins tu te mêles de la vie des autres, plus tu crées d'espace pour organiser la tienne. Leçon 6. Laisse ton esprit respirer à nouveau. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, elle vient de l'esprit trop rempli. Des pensées éparpillées, des préoccupations ouvertes, des tâches non résolues, des idées qui tournent sans jamais trouver un endroit où se poser. C'est une usure silencieuse, constante, qui ne se voit pas dans le miroir mais qui vole ton énergie chaque jour. Quand tout reste dans la tête, rien n'est vraiment sous contrôle. La confusion mentale n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de bruit. Ce n'est pas que tu ne saches pas quoi faire, c'est qu'il y a trop d'informations qui se disputent l'attention en même temps. C'est essayer de vivre en portant tout à la fois, sans jamais déposer quoi que ce soit. Et plus tu tentes de tout retenir, plus tout devient lourd. C'est pour cela que le premier pas est simple et direct. Note tout. Les préoccupations, les rappels, les idées encore floues, les choses que tu essaies de te rappeler en permanence. Ne compte pas sur ta mémoire quand l'esprit est déjà saturé. Tout ce qui reste en suspens dans la tête consomme de l'énergie. Tout ce qui va sur le papier rend de l'espace. Libérer de l'espace mental n'est pas un détail, c'est une stratégie. C'est la moitié de la bataille. Tant que quelque chose n'est pas écrit, cela continue d'exiger ton attention. Cela tire ta concentration, fragmente ton focus, te maintient dans un état d'alerte constant. C'est comme essayer de traverser la journée avec plusieurs onglets ouverts dans la tête. Tu ne te reposes pas, tu passes simplement de l'un à l'autre. À la fin de la journée, l'épuisement ne vient pas de ce que tu as fait, il vient de ce qui est resté en attente. Organiser sa vie, ce n'est pas chercher la perfection. Ce n'est pas vivre sans désordre. C'est créer suffisamment de stabilité pour ne pas se sentir englouti par le chaos. C'est savoir ce qui compte maintenant, ce qui peut attendre et ce qui doit être éliminé. La clarté, ce n'est pas faire plus, c'est mieux couper. Les stoïciens comprenaient cela avec beaucoup de lucidité. Un esprit désorganisé réagit à tout. Un esprit organisé choisit. Et choisir est la base de la tranquillité. Celui qui ne choisit pas consciemment finit par vivre sous l'impulsion, l'urgence et la pression. Quand tu sors les choses de ta tête pour les mettre à l'extérieur, tu cesses d'être prisonnier de la pensée répétitive. La clarté ne vient pas quand tu penses davantage. Elle vient quand tu penses mieux, avec moins de poids et plus de direction. Et penser mieux commence quand tu arrêtes de porter seul ce qui peut être organisé. La pratique de cette leçon est objective. Prends une feuille ou un carnet et déverse tout. Sans ordre, sans filtre, sans jugement. Sors-le simplement de ta tête. Ensuite, organise, décide, élimine ce qui ne sert pas.
Priorise ce qui compte. N'essaie pas de tout résoudre maintenant. D'abord, vois tout avec clarté. Et quand l'esprit commence à voir clairement, le corps répond, la respiration change et la sensation de contrôle revient peu à peu. Quand l'esprit s'organise, le bruit diminue, l'énergie revient et tu cesses de simplement survivre au jour pour recommencer à les conduire avec fermeté. Leçon 7. Ce que tu caches finit par te contrôler. Certains sentiments restent à l'intérieur de nous. Nous gardons des émotions au plus intime de nous-mêmes. Une fois, il y a eu un rejet, un besoin ignoré et traité comme un excès. Un sentiment que tu as fait semblant de ne pas trouver important pour ne pas perdre quelqu'un, un lieu, une opportunité. Cela ne disparaît pas simplement parce que tu as continué d'avancer. Cela reste, s'accumule, s'installe. Avancer ne signifie pas que c'est réglé. Cela signifie seulement que tu as appris à fonctionner en portant. Certaines choses demeurent en toi, et tant qu'elles demeurent, elles continuent d'agir. Elles entrent dans tes décisions, dans tes relations, dans la façon dont tu fais confiance, dans la manière dont tu réagis quand quelque chose menace d'échapper au contrôle. L'inconscient n'oublie pas ce qui a été refoulé. Il ravive, répète, s'infiltre et décide à ta place sans demander la permission. Tu peux même organiser l'extérieur, donner des vêtements, ranger des tiroirs, changer de routine. Mais la véritable légèreté ne naît pas dehors. Elle commence quand tu deviens capable de lâcher ce qui est resté coincé à l'intérieur. Et lâcher, ce n'est pas renoncer à ton histoire. Ce n'est pas nier que cela a fait mal. Ce n'est pas faire comme si cela n'avait eu aucun impact. Lâcher, c'est reconnaître que cela a déjà rempli le rôle qu'il devait remplir. Cela t'a appris des limites, t'a donné de la perception, t'a forcé à mûrir. Mais si tu continues à le porter, cela cesse d'être un apprentissage et devient une prison. L'attachement émotionnel crée des frontières silencieuses. Il définit jusqu'où tu t'autorises à aller, à quel point tu t'engages, à quel point tu te protèges, à quel point tu fais confiance. C'est comme avoir une pièce verrouillée à l'intérieur de toi. La vie continue, tu travailles, tu es en relation avec les autres, tu fonctionnes. Mais cet espace fermé continue d'occuper de la place, d'accumuler du poids, de voler de l'air. Et avec le temps, tu t'habitues à vivre à l'étroit, comme si c'était normal. Lâcher, c'est déverrouiller cette porte. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour arrêter de vivre en étant otage de cela. Quand les stoïciens parlaient de liberté intérieure, ils ne parlaient pas de contrôler le monde. Ils parlèrent de cette capacité rare et puissante de ne pas être gouverné par ce qui est déjà passé, de ne pas permettre que des douleurs anciennes continuent de décider de ta façon de vivre aujourd'hui. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle exige du courage. Choisis un sentiment que tu caches depuis un moment, rancœur, culpabilité, colère ou tristesse, et écris à son sujet. Pas pour justifier, pas pour accuser, pas pour te punir. Écris pour reconnaître, pour nommer, pour admettre l'impact. Et ensuite dis-toi avec clarté, cela a existé, cela m'a marqué, mais cela ne va plus me définir. Et si ce premier pas t'a parlé directement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de lâcher ce que j'ai caché. Parce que tant que tu portes ce qui est déjà passé, ta vie avance lourde. Mais quand tu lâches, quelque chose change à l'intérieur, et c'est là que l'ordre commence vraiment. Leçon 8. Prends soin de toi à travers tes habitudes. Il est impossible de mettre sa vie en ordre quand on vit sans énergie. Pas par manque de volonté, pas par manque de clarté, mais parce qu'un corps fatigué sabote toute décision avant même qu'elle ne naisse. Tu peux comprendre ce qui doit changer, tu peux même vouloir faire différemment. Mais quand tu te réveilles épuisé, que tu dors mal, que tu manges mal et que tu vis en mode automatique, l'esprit perd de la force, la discipline s'affaiblit et tout devient trop coûteux. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'usure. Et l'usure constante vole la capacité de bien choisir. Les habitudes ne sont pas des détails. Elles décident de ce que tu peux réellement soutenir, de ce que tu veux construire. Elles n'apparaissent pas seulement dans le résultat final, elles apparaissent tous les jours, dans le niveau d'énergie avec lequel tu te réveilles et dans la clarté avec laquelle tu fais face à ce qui doit être fait. Les stoïciens ne séparaient pas l'esprit et le corps. Pour eux, un corps négligé affaiblit l'esprit, et un esprit fragile naît presque toujours d'un corps abandonné. Il n'existe pas de clarté durable dans un corps constamment épuisé. Il n'existe pas d'autocontrôle quand le corps vit en état de survie.
Regarde honnêtement ta routine. Comment tu dors, comment tu manges, combien tu bouges, ou comment tu commences et termines tes journées. Ce n'est pas secondaire, c'est la base. La manière dont tu prends soin de ton corps aujourd'hui détermine le type d'esprit que tu auras demain. Quand tu crées des habitudes saines, quelque chose change silencieusement. L'esprit devient plus stable, les émotions perdent l'excès, les décisions deviennent plus claires. Tu cesses de vivre en réaction et tu commences à soutenir des choix. Tu arrêtes d'éteindre des incendies intérieurs et tu commences à construire de la constance. Il ne s'agit pas de perfection, il ne s'agit pas de radicalisme. Il s'agit de cohérence. Un corps soigné soutient un esprit ferme. Un esprit ferme soutient une vie organisée. La cohérence, c'est faire le basique correctement tous les jours, même quand personne ne regarde. Et voici le point le plus important. Personne ne construit un ordre intérieur en vivant dans un épuisement physique constant. Tu ne gouvernes pas ta vie quand tu es trop fatigué pour décider. Celui qui vit épuisé ne choisit pas, il réagit seulement. Aujourd'hui, choisis une habitude simple qui rend de l'énergie à ton corps. Mieux dormir, marcher chaque jour, boire plus d'eau, réduire les excès, bouger. N'en choisis pas plusieurs. Choisis-en une et respecte-la. La discipline ne commence pas par de grands changements. Elle commence par une petite constance. Parce que chaque habitude saine est un vote silencieux en faveur de la vie que tu veux vivre. Et sans énergie, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a que la survie. Leçon 9. Vis sans demander de validation. Chaque fois que tu fais quelque chose de juste, presque automatiquement, quelque chose se passe à l'intérieur. L'envie apparaît d'être vue, d'être reconnue, de recevoir un signe que ce que tu as fait avait de la valeur. Parfois c'est un compliment, parfois un remerciement, parfois simplement l'attente silencieuse d'un retour. Et quand cela ne vient pas, même sans t'en rendre compte, quelque chose en toi se frustre. C'est plus courant qu'on ne le pense. Cela ne signifie pas une faiblesse. Cela signifie simplement qu'à un moment donné, tu as appris à mesurer la valeur de ce que tu fais à travers la réaction des autres. Mais observe calmement ce qui se passe à ce moment-là. Quand tu commences à agir en attendant une validation, ton action n'est déjà plus totalement libre. Elle porte une attente. Et quand la réponse extérieure n'apparaît pas, ta tranquillité s'en va avec elle. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as mis ta paix entre des mains qui ne sont pas les tiennes. Marc Aurèle voyait cela avec une grande clarté. Il a écrit quelque chose de simple et direct. Quelqu'un a-t-il bénéficié de ton action? Cela suffit déjà. Pourquoi cherches-tu encore du crédit? Pourquoi veux-tu une récompense en plus de cela? Cette question n'accuse pas, elle révèle. Elle révèle une habitude silencieuse qui affaiblit l'esprit. Faire ce qui est juste, tout en continuant à regarder à l'extérieur, en attendant que quelqu'un confirme ta valeur. Tant que tu auras besoin d'être reconnu, tu seras dépendant. Dépendant du regard, de la réaction, du retour, de la gratitude de l'autre. Et une vie construite ainsi n'est jamais stable. Parce qu'il suffit que la reconnaissance ne vienne pas pour que surgisse le vide, le doute, le sentiment que rien n'a été suffisant. Le stoïcisme enseigne le chemin inverse. Faire ce qui doit être fait parce que c'est juste, non parce que cela sera vu. Agir en cohérence avec ses propres valeurs et non à la recherche d'approbation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la solidité. Quand tu fais le bien en attendant quelque chose en retour, même si ce n'est que de la reconnaissance, tu transformes la vertu en monnaie. Et la vertu n'a pas été faite pour être négociée. Elle existe pour soutenir qui tu es, pas pour acheter des applaudissements. Il existe une force discrète dans le fait d'agir sans public, dans le fait d'accomplir ce qui doit être accompli, même quand personne ne remarque, personne ne remercie, personne ne félicite. À ce moment-là, tu cesses de vivre prisonnier de la validation extérieure et tu commences à répondre uniquement à ta propre conscience. Observe combien de fois la frustration apparaît, non pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que personne n'a reconnu ton action. C'est un signal important. Il montre où se trouve ton centre. Et tant que ce centre sera à l'extérieur de toi, chaque absence de retour deviendra une souffrance inutile. Arrêter de chercher la validation, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas se fermer. C'est devenir entier. C'est savoir que la valeur de ce que tu fais ne dépend pas de la réaction des autres, mais de la droiture de ton intention. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de la maturité.
Fais quelque chose de juste sans en parler à personne. N'annonce rien, n'observe pas les réactions, n'attends aucune réponse. Fais-le simplement et soutiens cela en toi. Si aujourd'hui tu décides d'agir sans avoir besoin d'être vu, marque-le ainsi. Aujourd'hui, j'agis sans avoir besoin d'être validé. Parce que quand tu cesses de chercher la reconnaissance, quelque chose change en profondeur. Tu arrêtes de vivre pour être vu et tu commences enfin à vivre en paix avec qui tu es. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. As-tu déjà eu cette sensation que, peu importe tous tes efforts, le bonheur n'arrive jamais vraiment, qu'il semble toujours être à portée de main? Tu obtiens des choses, tu évolues, tu apprends, tu atteins des objectifs, et pourtant, quelque chose à l'intérieur reste vide, comme si rien ne s'emboîtait vraiment. Est-ce une coïncidence si tu regardes cette vidéo maintenant? Ou est-ce que tu es déjà fatigué de chercher à l'extérieur ce qui n'a jamais cessé d'être en toi? Beaucoup de personnes arrivent à ce point après des années à vouloir plaire, à répondre aux attentes, à tout faire correctement pour les autres. Et c'est exactement ici que tu commences à voir les choses avec clarté. Toute notre vie, on nous a appris que le bonheur viendrait quand quelque chose finirait par arriver. Une relation, une reconnaissance, un succès, un tournant. Comme si la paix était la dernière pièce d'un puzzle qui manque toujours. Mais personne ne nous a dit cette vérité simple. La paix ne vient pas de ce que tu obtiens. Elle vient de ce que tu deviens pendant que tu vis. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après ça. Tu arrêtes de te juger sans cesse et tu commences à ressentir plus de présence dans ce que tu as déjà. Tu cesses d'utiliser les personnes, les relations ou les réussites comme des béquilles émotionnelles et tu commences à revenir vers toi-même. Ce n'est pas renoncer à tes désirs, c'est arrêter d'exiger que le monde comble un vide dont toi seul peux prendre soin. Beaucoup de relations s'usent à cause de cela. Beaucoup de carrières deviennent étouffantes pour cette raison, parce qu'on croit que la prochaine étape va, enfin, faire taire ce qui manque à l'intérieur. Les stoïciens avaient compris cela il y a 2000 ans. Épictète disait que celui qui dépend de l'extérieur pour se sentir bien vit fragile face à la vie. Marc Aurèle rappelait que la sérénité commence quand tu apprends à être bien avec toi-même. Avant de continuer, je veux te poser une question simple et honnête. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si oui, écris dans les commentaires « Le bonheur est en moi ». Écris-le pour toi. Parfois, une phrase dite au bon moment ne change pas seulement une journée, elle change toute la direction d'une vie. Et c'est exactement ce qui peut commencer à se produire maintenant. Leçon 1. Nous avons appris à chercher un bonheur erroné. Depuis très tôt, on nous a appris que le bonheur se trouvait en dehors de nous, dans l'amour de quelqu'un, dans le travail idéal, dans l'argent, dans la reconnaissance. Comme si le bonheur était une ligne d'arrivée lointaine, toujours après le prochain virage, jamais exactement là où nous sommes. On a créé en nous l'impression que la paix serait toujours juste là, dans la prochaine conquête, dans la prochaine étape, dans le prochain quand. Quand tout irait bien, quand tout se réglerait, quand nous serions enfin prêts. Mais personne ne nous a prévenu que ce type de pensée nous condamne à une quête sans fin. Parce que chaque fois que tu atteins quelque chose, un autre objectif apparaît, un autre désir, une autre pression. C'est comme monter un escalier qui ne se termine jamais. Tu montes une marche en croyant que c'était la dernière, mais en levant les yeux, tu te rends compte qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Ce qu'on ne nous a jamais expliqué, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Il se cultive. Il n'apparaît pas quand le monde change, mais quand tu changes ta manière de regarder le monde. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle, un empereur avec du pouvoir, de l'argent et du statut, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il ne dépend pas de ce que tu obtiens, ni de qui est à tes côtés, mais de la manière dont tu interprètes ce qui arrive. » Un homme qui possédait tout ce que le monde promet et qui, malgré cela, savait que rien de tout cela ne garantissait la paix intérieure. Épictète, qui a vécu comme esclave, disait quelque chose d'encore plus direct. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons à leur sujet. Et c'est là que se trouve la clé. Ce n'est pas la vie qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous choisissons de l'affronter. Deux hommes dans des situations opposées, arrivant à la même conclusion. Le bonheur ne vit pas dans les circonstances, il vit dans l'esprit. Si ton bonheur dépend de quelque chose d'extérieur, il sera fragile. S'il naît de l'intérieur, presque rien n'est capable de le faire tomber.
C'est comme construire une maison sur le sable ou sur la roche. La tempête est la même. Ce qui change, c'est la base. Le monde moderne insiste pour nous pousser à la comparaison, à mesurer notre valeur par ce que nous avons, par ce que nous montrons, par ce que nous accumulons. Mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de plus de choses pour être heureux. Tu as besoin de moins de dépendance, moins de besoin d'approbation, moins de peur d'être avec toi-même, moins de bruit extérieur, plus d'espace intérieur. Quand tu apprends à trouver de la satisfaction dans tes propres pensées, dans ton propre rythme, dans ton propre silence, tu découvres quelque chose de libérateur. Il ne manque rien. C'est précisément de ce silence que beaucoup de gens fuient, parce qu'il révèle qui nous sommes quand nous n'essayons d'impressionner personne. Alors il reste une question sincère pour toi. Quelle part de ce que tu recherches aujourd'hui est vraiment nécessaire, et quelle part n'est qu'une tentative de combler un vide? Parce que, quand tu te rencontres enfin, tu comprends quelque chose de simple et de libérateur. Le bonheur n'a jamais été en retard, c'était toi qui le cherchais au mauvais endroit. Leçon 2. Ça, personne ne va te le donner. Il y a quelque chose que beaucoup de gens mettent du temps à comprendre. Une grande partie du mal-être naît d'une attente silencieuse. L'attente que quelqu'un nous complète, que quelqu'un nous comprenne parfaitement, que quelqu'un nous fasse nous sentir importants. Sans même s'en rendre compte, on remet aux autres le pouvoir de nous faire aller bien. On espère qu'une relation nous apporte de la sécurité, que les amis nous valident, que le monde nous reconnaisse. Mais ce transfert a un prix élevé, parce que tôt ou tard les gens échouent. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont humains. Et quand cela arrive, on a l'impression que quelque chose nous a été arraché de l'intérieur, comme si l'on se vidait. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela. Pour eux, la dépendance émotionnelle était un piège. Épictète disait « Celui qui cherche à l'extérieur de lui ce qu'il devrait trouver en lui-même sera esclave toute sa vie. » Et c'est exactement ce qui se passe. Personne ne peut te donner ce que toi-même tu refuses de t'offrir. Le problème n'est pas d'aimer, ce n'est pas de désirer la compagnie, ce n'est pas d'apprécier les gens. Le problème, c'est d'attendre qu'ils comblent des espaces que tu évites de regarder. Si tu ne te sens pas suffisant, la moindre critique pèse trop lourd. Si tu ne te traites pas avec respect, le moindre rejet ressemble à un gouffre. Si tu ne te donnes pas de valeur, l'absence de l'autre fait mal comme un abandon. C'est comme essayer de remplir un récipient percé. Peu importe ce que quelqu'un y verse, ce ne sera jamais assez. Les stoïciens proposaient une autre logique. Au lieu d'attendre, cultive. Au lieu d'exiger, construis. Apprends à te donner ce que tu cherches chez les autres. Pas pour devenir froid ou distant, mais pour créer un amour-propre si solide que ce qui vient de l'extérieur s'ajoute, sans jamais remplacer. Quand tu commences à t'offrir du respect, de l'affection et du calme, quelque chose change. Tu arrêtes de mendier des miettes émotionnelles, tu cesses d'accepter moins que ce que tu mérites, et ce qui semblait indispensable commence à perdre de son poids. C'est comme apprendre à marcher sans béquille. Au début, ça fait peur. Puis tu te rends compte que tu as toujours eu la force dans tes propres jambes. Réfléchis avec honnêteté. Si tu ne te traites pas avec douceur, comment peux-tu attendre que les autres le fassent? Si tu ne te donnes pas du temps, de l'attention et du soin, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il prendre ce rôle à ta place? Le bonheur intérieur commence quand tu arrêtes de chercher refuge à l'extérieur et que tu décides de devenir un refuge pour toi-même. Et, à partir de là, tu peux aimer pour de vrai. Sans peur de perdre, sans t'effacer, sans crainte d'être abandonné, sans exiger que l'autre porte le poids de ta paix, parce que tu ne cherches plus chez les autres ce que tu as enfin appris à trouver en toi. Et je te laisse avec une question sincère. Qu'est-ce que tu as toujours attendu de recevoir des autres? Et que se passerait-il si tu commençais à te donner cela aujourd'hui? À quoi ressemblerait ta vie demain si tu réalisais que ce que tu as tant attendu, ce que tu as toujours cherché, peut être offert par toi-même? 3. Le secret est d'apprendre à rester avec soi-même. Nous vivons à une époque où le silence est devenu inconfortable. Il suffit de rester quelques minutes seul pour que surgisse l'urgence de prendre le téléphone, d'allumer la télévision ou de remplir l'espace avec n'importe quel bruit. Nous essayons sans cesse d'occuper le vide, comme si le silence était quelque chose à éviter et non un lieu à habiter. Nous avons peur d'être avec nous-mêmes parce que, lorsque les distractions s'arrêtent, nous ne savons pas vraiment quoi faire de ce qui apparaît. Des pensées, des souvenirs, des questions.
des émotions restées trop longtemps mises de côté. C'est comme entrer dans une pièce restée fermée pendant des années. Au début, l'air semble lourd, mais c'est justement là qu'il faut ouvrir la fenêtre. Pour les stoïciens, être seul n'est pas une punition, c'est une opportunité. Marc Aurèle notait cela dans ses pensées pour moi-même. Il écrivait chaque soir non pas pour se distraire, mais pour s'observer, pour comprendre son propre esprit, ses impulsions, ses réactions. Même en étant empereur, entouré de personnes en permanence, il créait chaque jour un espace pour rester avec lui-même. Et c'est quelque chose que chacun peut pratiquer. Lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, quelque chose d'essentiel change. Tu cesses d'avoir besoin de quelqu'un uniquement pour ne pas te sentir vide. La solitude cesse d'être une ennemie et devient une enseignante. Être bien avec toi ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie apprendre à habiter ton propre espace intérieur. Tu réalises que tu n'as pas besoin de fuir toi-même. L'esprit se renforce lorsqu'il est écouté, et non lorsqu'il est constamment étouffé par des distractions. C'est comme un muscle qui ne gagne en force que lorsqu'il est utilisé, et non lorsqu'il est évité. Et ce qui est curieux, c'est que plus tu te connais, plus tu commences à ressentir de la paix. Des moments de silence conscient et du temps passé seul renforcent la clarté mentale, l'autocompassion et la régulation émotionnelle. Ce que les stoïciens pratiquaient par sagesse, la psychologie le reconnaît aujourd'hui aussi. Et l'effet est simple mais profond. Lorsque tu apprends à être bien avec toi-même, les autres cessent d'être un besoin émotionnel et deviennent un choix. Tu ne te rapproches plus par manque, mais par affinité. Apprendre à vivre avec soi-même est l'un des pas les plus puissants vers la liberté émotionnelle. Parce que lorsque tu te sens entier en ta propre présence, personne ne peut utiliser le silence pour te blesser. Tu ne dépends plus de l'attention constante des autres pour te sentir vivant. Tu es avec toi, et cela suffit. Peut-être que la prochaine fois que la solitude apparaîtra, au lieu de te distraire automatiquement, tu pourras te poser une autre question. Quelle part de moi suis-je en train d'éviter d'écouter ? Qu'est-ce que j'essaie de faire taire chaque fois que je cours vers une distraction ? Parce que, bien souvent, ce que nous appelons solitude n'est que le début d'une rencontre qui a été repoussée bien trop longtemps. Leçon 4. Contrôle ce qui est entre tes mains et lâche prise sur le reste. À un moment ou à un autre, nous portons tous cette croyance selon laquelle nous pouvons et que nous devons tout contrôler. Nous nous frustrons lorsque les gens n'agissent pas comme nous l'espérons, lorsque les plans ne fonctionnent pas, lorsque la vie ne répond pas comme nous le voudrions. C'est là que l'anxiété commence à grandir, non pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que nous insistons à lutter contre ce qui n'est pas entre nos mains. Mais la vérité, même lorsqu'elle fait mal au début, est la suivante. Il existe très peu de choses qui dépendent réellement de nous. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté impressionnante. Ils divisaient la vie en deux domaines très simples, ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Sous ton contrôle se trouvent tes pensées, tes actions, tes choix, tes réponses. En dehors de celui-ci se trouvent les réactions des autres, le timing des choses, le passé, le hasard, et tout ce qui ne répond pas à ta volonté. Lorsque tu essaies de contrôler ce que tu ne peux pas, le seul résultat est l'épuisement. Épictète le disait avec une simplicité brutale, « Fais de ton mieux avec ce qui dépend de toi et accepte le reste avec sérénité. » Cette phrase, à elle seule, résume toute une philosophie de vie. Pense à des exemples très concrets. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un va t'aimer, mais tu peux contrôler ta posture, la façon dont tu te respectes, et si tu t'abandonnes à toi-même ou non. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux choisir ton attitude face à elle, au lieu de te plaindre toute la journée. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider s'il sera une prison ou une source d'apprentissage. La différence entre celui qui souffre et celui qui trouve la paix ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans l'endroit où cette personne place son énergie. Si tu investis ton énergie dans ce que tu ne peux pas changer, tu vis dans un état constant d'anxiété. Si tu te concentres sur ce que tu peux améliorer, tu commences à vivre avec un sentiment de pouvoir intérieur. Lorsque tu apprends à reconnaître clairement la frontière entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, quelque chose se réorganise à l'intérieur. La vie devient plus légère. C'est comme retirer un sac à dos rempli de pierres que tu portais depuis des années par habitude, sans jamais t'être arrêté pour te demander pourquoi. La prochaine fois que quelque chose te dérange, essaie quelque chose de simple et de pratique.
Arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce qu'insister ne fait que t'user. Si la réponse est oui, agis avec calme, fermeté et responsabilité. La véritable maîtrise intérieure n'est pas l'indifférence, c'est la sagesse. La sérénité ne vient pas du fait que tout fonctionne, elle vient du fait de savoir exactement ce qui mérite d'être contrôlé et ce qui mérite d'être lâché. Alors, je te laisse avec une réflexion honnête. Combien de choses qui te préoccupent aujourd'hui sont réellement sous ton contrôle? Et plus important encore, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais à te détacher de ce qui n'a jamais été entre tes mains? La 5e leçon. Tant que tu demandes « pourquoi ?», tu souffres. Quand tu demandes « pourquoi ?», tu grandis. Quand quelque chose de mauvais arrive, l'esprit réagit presque toujours de la même manière. Pourquoi moi? Pourquoi à moi? Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi ai-je perdu cela? Pourquoi maintenant? Cette succession de pourquoi semble logique, mais en pratique, elle n'éclaire rien, elle enferme. Cette question alimente encore davantage la souffrance, parce qu'elle nous maintient prisonniers de la plainte, du sentiment d'injustice, de l'idée de punition. Les stoïciens ont appris à regarder les problèmes depuis une autre perspective, non comme des punitions, mais comme des points de bascule. Ils ont remplacé la question « Pourquoi est-ce que cela est arrivé ?» par la question « Pourquoi cela est-il venu à moi ?» Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque jour. Dans ses Pensées pour moi-même, il a écrit que les obstacles n'interrompent pas le chemin, ils deviennent le chemin lui-même. C'est comme une pierre au milieu de la route. Tu peux t'asseoir à côté en te plaignant, ou l'utiliser comme appui pour monter plus haut. Autrement dit, toute difficulté porte un sens caché, et découvrir ce sens ne dépend pas de la vie, cela dépend de toi. Quand tu remplaces le pourquoi par le pourquoi, quelque chose change à l'intérieur. Tu cesses de te sentir victime de la situation et tu deviens son apprenti. La douleur cesse d'être seulement quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose qui t'enseigne. Peut-être qu'une rupture n'est pas arrivée pour te détruire, mais pour t'apprendre à te respecter, à prendre soin de toi, à ne plus t'abandonner pour quelqu'un. Peut-être que perdre un emploi n'a pas été un échec, mais l'élan nécessaire pour te réinventer, apprendre quelque chose de nouveau, changer de direction. Combien de personnes n'ont découvert leur véritable force qu'après que quelque chose leur a échappé? Peut-être que le silence qui te dérange aujourd'hui est exactement la pause dont tu avais besoin pour entendre ta propre voix, sans distraction, sans attentes extérieures, sans précipitation. En psychologie moderne, cela s'appelle la restructuration cognitive. Dans le stoïcisme, cette idée existait déjà depuis des siècles. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux changer la manière dont cela va vivre à l'intérieur de toi. Et cette décision transforme complètement ton état émotionnel. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle cesse d'être inutile. Alors, la prochaine fois que quelque chose de difficile surgira, essaie de ne pas demander pourquoi la vie te frappe. Demande pourquoi cela est apparu maintenant. Qu'est-ce que cette expérience essaye peut-être de te montrer? Qu'est-ce qu'elle te demande de développer, d'abandonner ou de renforcer? Au début, ce changement fait mal, parce que chercher le sens de la douleur exige de la maturité. Mais chaque fois que tu transformes une blessure en apprentissage, ton esprit se renforce et ton cœur devient plus serein. C'est cela, la vraie résilience, pas celle qui durcit, mais celle qui fait mûrir. Je veux te laisser avec une réflexion simple et honnête. Quelle situation récente de ta vie pourrais-tu regarder sous un autre angle? Et si, au lieu de demander « pourquoi cela m'est arrivé ?», tu commençais à demander « pourquoi cela est-il entré dans ma vie maintenant ?» La 6e leçon. Fais de ton esprit un endroit où tu aies envie de vivre. Ton esprit est l'endroit où tu passes toute ta vie, mais on le traite rarement comme un foyer. On le laisse se remplir de pensées négatives, de préoccupations inutiles et de comparaisons qui usent l'âme. C'est comme vivre dans une maison que personne ne nettoie, que personne ne range et où personne ne décide de ce qui entre. Avec le temps, tout devient lourd, étouffant, difficile à respirer. Nous vivons entourés de bruit, de distractions constantes, de messages qui renforcent l'idée que nous ne sommes jamais suffisants. Mais si ton bonheur dépend uniquement de ce qui se passe à l'extérieur, tu deviens prisonnier des circonstances. À l'inverse,
Lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui se passe en toi, tu découvres une forme de paix qui ne dépend pas du décor extérieur. Sénèque disait que l'homme véritablement libre est celui qui dépend de lui-même pour être en paix. Et prendre soin de ton esprit n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Parce que tout ce que tu penses influence ce que tu ressens. Et tout ce que tu ressens finit par orienter la manière dont tu vis. Prendre soin de ton esprit, cela signifie sélectionner ce que tu autorises à entrer. De la même façon que tu fais attention à ce que tu manges pour ne pas rendre ton corps malade, tu dois faire attention à ce que tu consommes avec tes sens pour ne pas tomber malade à l'intérieur. Quel type de contenu regardes-tu chaque jour? Quel type de conversation nourris-tu? Quelles pensées répètes-tu lorsque tu es seul? Si tout cela est fait de plaintes, de drames et de comparaisons, ton esprit devient un endroit sombre, bruyant et inconfortable. Mais si tu commences à cultiver plus de clarté, de gratitude, de calme et de concentration, ton état intérieur change presque sans que tu t'en rendes compte. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus organisé à l'intérieur. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne comme une forme de nettoyage mental. Ils passaient en revue leurs pensées, leurs émotions et leurs attitudes, non pour se culpabiliser mais pour s'aligner. Ce n'est pas dans les grands moments que la paix se construit, mais dans les petites habitudes mentales que tu répètes chaque jour. Imagine un instant que ton esprit soit une pièce. Est-elle organisée ou encombrée de choses que tu n'utilises plus? Des pensées anciennes, des histoires qui n'ont plus de sens, des peurs restées dans le passé. Il est peut-être temps d'ouvrir les fenêtres, de laisser entrer l'air frais et de permettre aux histoires qui ne te servent plus de sortir. Chaque pensée que tu choisis de garder est comme une graine. Certaines grandissent sous la forme de sérénité, d'autres sous la forme de tempête, et c'est à toi de décider ce que tu plantes. Parce que lorsque ton esprit devient un espace plus propre, tout le reste commence à s'aligner. Tes décisions deviennent plus claires, tes émotions plus stables, ta présence plus légère. Et je veux te laisser avec cette question finale. Si ton esprit était ta maison, aurais-tu envie d'y vivre? Ou est-il déjà temps de commencer à redécorer à l'intérieur? La 7e leçon. Tu n'as pas besoin, tu choisis. Lorsque tu apprends à être en paix avec toi-même, quelque chose de beau se produit. Tu ne te sens plus incomplet et justement pour cette raison, tu apprécies encore davantage la compagnie des autres. Tu cesses d'aimer à partir du manque et tu commences à aimer à partir de l'abondance. Tu ne cherches plus l'affection pour combler un vide, mais pour partager ce qui existe déjà en toi. C'est comme quelqu'un qui allume sa propre lumière, il n'a pas besoin de la lumière de l'autre pour voir, mais il peut marcher à ses côtés, en éclairant le chemin en commun. C'est cela la liberté, l'une des formes les plus élevées de liberté. Les stoïciens n'ont jamais enseigné l'isolement, ils parlaient d'équilibre, aimer sans dépendre, aider sans se perdre, donner sans exiger de retour. Non pas parce que l'autre n'a pas d'importance, mais parce que tu ne lui transfères plus la responsabilité de ton bonheur. Lorsque tu vas bien avec toi-même, les personnes cessent d'être un refuge et deviennent un choix. Les relations deviennent alors plus sincères, plus légères, plus vraies. Elles ne sont pas basées sur le manque, la peur ou le besoin, mais sur la présence. Sénèque disait que le sage est autosuffisant. Et pourtant il cherche des amis, non pour combler un manque, mais pour pratiquer sa vertu, sa générosité, son humanité. Il ne s'agit pas de se fermer à soi-même, mais de se relier aux autres à partir de la liberté, et non du besoin. Lorsque tu es bien avec toi-même, tu ne demandes pas de l'amour, tu l'offres. Tu n'exiges pas de compréhension, tu partages. Tu ne mendies pas la validation, tu exprimes qui tu es. Ce que tu cherchais autrefois avec désespoir commence à couler sans effort. Et ici, il est important de clarifier une chose. L'indépendance émotionnelle n'isole pas, elle libère. Elle te libère du poids de dépendre, et elle libère l'autre du fardeau de devoir te compléter. La connexion s'améliore parce que tu n'attends plus que quelqu'un te sauve. Tu marches simplement à côté, tu partages le chemin. Le véritable bonheur intérieur ne t'éloigne pas des gens. Il te rapproche d'une autre manière, avec plus de calme, plus de gratitude, plus d'authenticité. Tu commences à comprendre que chaque personne qui croise ton chemin est un miroir, un apprentissage, et non une solution. Cela a toujours été l'objectif du stoïcisme, vivre à partir de la plénitude et non du besoin.
C'est pourquoi je te laisse avec une dernière réflexion, simple et honnête. À quoi ressembleraient tes relations si, au lieu de chercher quelqu'un qui te rende heureux, tu choisissais de partager le bonheur qui existe déjà en toi? Cela existe déjà là. La question est, y as-tu déjà accès? Leçon 8. Le monde change quand ton esprit change. Les stoïciens avaient compris quelque chose, que la psychologie moderne et même la physique contemporaine ne font que redécouvrir aujourd'hui. La manière dont tu perçois le monde détermine le monde que tu expérimentes. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de perception. Si ton esprit est en chaos, tout autour de toi paraît confus, lourd, difficile à gérer. Mais lorsque à l'intérieur de toi, il y a plus d'ordre, de sérénité et de sens, les mêmes problèmes continuent d'exister, mais ils ne semblent plus insurmontables. C'est comme ranger une pièce en désordre. Les objets sont les mêmes, mais l'espace change complètement. La vie ne change pas, parce que les circonstances changent. Les circonstances changent parce que tu modifies ta façon de te relier à elles. C'est exactement le principe que Marc Aurèle répétait dans ses écrits personnels. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si tu remplis ton esprit de plainte, de comparaison et de résistance, tout devient un obstacle. Mais lorsque tu cultives le calme, la clarté et la gratitude, le même décor commence à révéler des possibilités. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus stable. Le changement intérieur est silencieux. Il ne fait pas de bruit, il n'attire pas l'attention. Il ne provoque pas d'applaudissements immédiats, mais c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Au début, tu le remarques à peine, et peu à peu, tout commence à s'aligner de manière inattendue. Des personnes avec qui tu étais souvent en conflit ne te font plus autant perdre ton centre. Des situations qui te paralysaient autrefois deviennent maintenant des apprentissages. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tout semble confus et menaçant. Puis la route est la même, mais toi, tu as changé. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que lorsque tu cesses de résister à la vie semble te demander moins d'efforts. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils cherchaient à se transformer eux-mêmes pour vivre en harmonie avec lui. Et c'est là le véritable secret. Quand tu travailles ton esprit, tu n'as plus besoin d'affronter la réalité en permanence. Parce que la réalité commence à refléter la paix que tu as construite à l'intérieur. Le monde ne sera pas toujours gentil ou juste. Mais lorsque tu apprends à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, rien ne peut détruire ton équilibre essentiel. C'est à ce moment-là que tu comprends quelque chose de décisif. Le changement que tu cherchais à l'extérieur, dans une relation, dans un travail, dans une nouvelle ville, n'a jamais été la réponse. Le véritable changement a toujours été intérieur. Change ta posture, change ton énergie et inévitablement tes résultats commencent à changer. Tout commence par toi. Leçon 9. Le bonheur intérieur est une décision. Pendant longtemps, nous avons cru que le bonheur était quelque chose qui surgissait lorsque tout avait enfin du sens, lorsque le destin s'alignait finalement, ou lorsque la vie nous récompensait d'avoir tant enduré, comme si le bonheur était un prix remis seulement après une longue épreuve de résistance. Mais la vérité est que, et les stoïciens l'avaient compris bien avant, le bonheur n'apparaît pas au bout du chemin, mais sur le chemin que tu choisis d'emprunter. Pas lorsque tout se termine, mais pendant que tu avances. Cela ne dépend pas du résultat, mais de ton attitude face à ce qui arrive. C'est comme un voyage. Deux personnes parcourent le même trajet, affrontent les mêmes nids de poules, la même chaleur, la même fatigue. Mais l'une vit l'expérience en se plaignant sans cesse, tandis que l'autre la traverse avec présence et acceptation. Le chemin est le même, l'expérience ne l'est pas. Sénèque disait que le bonheur ne s'obtient pas en désirant moins de douleur, mais en désirant plus de force. Et cette phrase change tout, parce que lorsque tu comprends qu'être heureux n'est pas une conséquence de la chance, mais un choix quotidien, tu récupères un pouvoir qui a toujours été le tien. Le bonheur cesse d'être quelque chose que tu attends de recevoir et devient quelque chose que tu pratiques. Être heureux ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème, mais que tu choisis de ne pas en être prisonnier. C'est décider d'interpréter la vie à partir de la sérénité, même quand quelque chose fait mal. C'est ressentir la douleur sans en faire une condamnation contre toi-même. Se réveiller chaque jour et se dire « Aujourd'hui je décide d'être en paix avec ce que j'ai, même si ce n'est pas encore parfait ». Cette phrase simple change la posture avec laquelle tu fais face à ta journée.
Cette décision n'est pas toujours facile, elle demande de la pratique. Les stoïciens faisaient cela quotidiennement. Ils cultivaient la gratitude. Ils passaient en revue mentalement les défis possibles de la journée et choisissaient de rester calmes, quoi qu'il arrive. Non pas parce qu'ils attendaient une journée parfaite, mais parce qu'ils voulaient être prêts pour une journée réelle. Les études sur la neuroplasticité montrent qu'entraîner l'esprit à des pensées de gratitude et d'acceptation modifie littéralement la structure du cerveau. Autrement dit, le bonheur intérieur n'est pas un don, c'est un entraînement. Plus qu'une émotion passagère, le bonheur est une habitude silencieuse, construite dans les petites décisions quotidiennes. C'est pourquoi n'attends pas que les circonstances t'autorisent à te sentir bien. Tu n'as pas besoin que tout soit sous contrôle, ni que quelqu'un vienne te compléter. Comme si la vie n'avait de sens que lorsqu'elle était parfaite. Attendre cela, c'est remettre ta propre vie à plus tard. Le bonheur commence au moment où tu décides d'arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et de commencer à apprécier ce qui est déjà présent. Tes mains, ton corps, ta respiration, le simple fait d'être encore là, en train de vivre, d'apprendre, de traverser. Voilà la véritable liberté. Ne dépendre de rien d'extérieur pour se sentir accompli. Ne pas mettre sa paix sous condition. Et je veux te laisser avec une dernière question, simple et directe. Combien de fois as-tu reporté ton bonheur en attendant que quelque chose change? Et que se passerait-il si tu choisissais d'être heureux aujourd'hui, exactement avec ce que tu as maintenant?